Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Réjeanne Sénac. Je suis Stécie Algrin, donc étudiante en master en politique environnementale à Sciences Po et je suis également la fondatrice de Penser l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. Donc aujourd'hui, il s'agit du 15e épisode dédié à la série spéciale coronavirus pour penser, imaginer, mais surtout anticiper ce que sera le monde d'après. Donc, jeudi dernier, on s'est retrouvés aux côtés de Christophe Catoire, qui est le président France et Europe du Nord de Via Deco Group. Et ce soir, j'ai la chance d'accueillir Réjeanne Sénac, donc politologue, spécialiste de l'égalité, de la discrimination et de la diversité. Vous êtes également directrice de recherche au Centre de recherche de Sciences Po, le CEVIPOF, et vous avez publié en 2019 un ouvrage intitulé L'égalité sans condition. Osons-nous imaginer et être ensemble. Les participants ne le savent peut-être pas, mais j'ai eu la chance et le plaisir d'assister à l'un de vos cours au premier semestre de mon master. C'est un peu un des cours phares dans mon master et dans d'autres masters aussi, je pense. On est un peu tous fans, je pense, puisque vous défendez beaucoup de causes qui nous tiennent à cœur en tant que génération maintenant engagée sur les thématiques de l'égalité et des discriminations. Donc je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et j'espère surtout que ça donnera envie à d'autres personnes de s'instruire et de prendre connaissance de vos divers travaux. Aujourd'hui, on va parler d'une de vos dernières études qui est encore en cours, qui va traiter un peu des inégalités face à cette situation qu'on a pu vivre, la crise sanitaire du Covid-19. Et ce soir, on va tâcher de répondre à cette question. Au final, est-ce qu'on est si égaux face à la crise? Donc, en tout cas, je vous remercie vraiment de participer à ce webinaire et puis je vais vous laisser dire quelques mots sur votre parcours. Alors tout d'abord, moi je tiens à vous remercier d'organiser de manière assez large ces moments de réflexion et d'échange avec différents types d'actrices et d'acteurs universitaires, mais aussi du monde en particulier de l'entreprise ou des institutionnels. Je pense que c'est très important d'avoir ces moments-là. Moi, j'avoue que je suis tout à fait intéressée par les questions qui vont pouvoir être posées et les retours. Donc moi, je suis directrice de recherche CNRS affectée à Sciences Po, au CEVIPOF. Et en effet, j'ai la chance de pouvoir enseigner à Sciences Po, à la fois au collège universitaire et en master. Mes travaux, pour le dire de façon assez concise, ont largement porté sur les dilemmes au cœur même de notre appréhension des principes fondamentaux de notre République, en particulier énoncés à travers notre devise liberté, égalité, fraternité, et comment ces principes s'articulent entre eux, se mettent en tension, et en particulier comment dans la France contemporaine du XXIe siècle, on applique les principes d'égalité et de liberté à ce que j'appelle les non-frères, puisque s'il y a des frères, il y a aussi des non-frères, donc c'est un peu un angle mort, un tabou de notre République française, mais qui est vraiment en train d'exploser. Et donc se poser cette question, c'est se poser la question, bien sûr, des contradictions, des tensions, de la domination, mais aussi de l'émancipation et des conditions de possibilité d'une égalité et d'une liberté pour toutes et pour tous. J'ai travaillé en particulier sur les principes de justification de la parité, qui est donc une politique publique pour tendre vers une égale représentation des femmes et des hommes dans l'élite politique en particulier. Ça s'est ouvert aussi à l'élite économique. Et puis aussi autour de la promotion de la diversité. Donc là, on voit bien qu'on est plus déjà en intersection avec les questions de racialisation. Et la recherche dont vous parlez, qui est en cours actuellement, porte... j'ai fait 120 entretiens auprès de responsables d'associations et d'activistes à la fois féministes, antiracistes, écologistes, antispécistes, mais aussi de lutte contre la pauvreté. Donc il y a à la fois, par exemple, le directeur général de Greenpeace France, président d'ATD Quart Monde, Emmaüs France, ou Pierre Rabhi, ou un habitant de la ZAD de la Dune, mais aussi la fondation, la présidente fondatrice de la Fondation des femmes ou du planning familial, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, la LAB, voilà, donc vraiment, et puis pas mal d'activistes aussi antispécistes. Et l'idée, c'est de voir comment aujourd'hui on a un moment charnière de croisement, d'une prise de conscience des urgences écologiques et sociales, de cette articulation entre justice sociale et justice écologique,
à la fois en termes de prise de conscience, à la fois d'un ennemi commun, mais aussi d'un bien commun et de quelle manière, à travers quel répertoire d'action. Donc ça, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement. Et ce qui est intéressant par rapport à votre webinaire, c'est que j'ai fait ces entretiens depuis l'été dernier et donc j'en ai fait une partie pendant le confinement et tout ce qui avait déjà été soulevé en termes de prise de conscience d'une urgence croisée et de tension entre urgence écologique et urgence sociale a été bien sûr amplifié dans le cadre de la crise de la Covid-19, puisqu'on associe au féminin cette pandémie, c'est pas très étonnant. Donc, on va en reparler peut-être de manière moins légère. Donc, voilà, donc c'est vraiment là un travail qui est en cours, mais qui pour moi est au cœur des questions qu'on doit se poser en se demandant justement à quelles conditions on pourra parler d'un après et penser, et donc agir un après Covid-19. Je vous remercie en tout cas pour cette présentation, même s'il y a tellement de choses à dire sur votre parcours et vos sujets de recherche. Pour les personnes qui nous rejoignent, donc au niveau du déroulé de ce webinaire, on a toujours 45 minutes ou un peu moins sur la base des questions que j'ai préparées, que je vais dérouler pendant ce webinaire. Et ensuite, je vous donnerai la parole. Vous pourrez poser vos questions, que ce soit sur le live Facebook ou sur le live en Zoom. Vous avez un onglet questions-réponses juste en bas de l'écran. Donc, je vous laisse dès maintenant poser vos questions. N'hésitez pas, on y répondra. Donc, moi, j'avais une première question qui est un peu basée sur une discussion que j'ai eue avec des personnes sur le net, sur LinkedIn. Et donc, j'ai mentionné le fait qu'on n'était pas tous égaux face à la crise et dans le confinement. Et j'ai dit notamment que les femmes avaient été plus vulnérables dans cette crise. Et alors, je m'en suis pris plein la tête. On m'a dit, mais non, c'est uniquement les personnes âgées qui étaient à risque, c'est elles qui ont le taux de mortalité le plus élevé. Et j'ai été choquée de voir que la vulnérabilité, en fait, on l'avait perçue comme le risque de décès, en fait, la mortalité. Est-ce que vous auriez quelques mots à dire sur ça? Alors, c'est vrai que c'est des moments qui sont des moments assez cathartiques aussi, des moments où on se pose des questions et en effet où on explicite des quiproquos parce que vous n'entendiez pas la même chose qu'en termes de vulnérabilité, de rapport à la vulnérabilité. Ce qu'a révélé cette crise, c'est des inégalités qui existaient déjà, qui étaient déjà fortement difficiles à vivre, mais qui sont devenues tendanciellement mortelles ou de plus en plus insupportables. Ce qu'on voit dans les rapports, il y a différents rapports qui font le point sur la manière dont ce virus a impacté différemment les différents types de populations en France, mais aussi plus largement dans le monde, puisque c'est vraiment une pandémie globale et qui pose des enjeux globaux. On peut se référer en particulier au rapport d'Oxfam. Alors, il y a Oxfam France, et le titre de ce rapport est très révélateur. Il s'appelle Covid-19, le virus des inégalités. Alors, il y a deux choses, c'est-à-dire que ce virus, on pourrait aussi regarder le site de l'Observatoire des inégalités, les travaux de l'OFCE, qui est le laboratoire de Sciences Po sur les conjonctures économiques. Donc vraiment, il y a énormément de choses qui ont été analysées. Et ce qu'on voit de manière assez constante dans tous ces rapports, c'est que ce virus, il a démultiplié les inégalités en termes de conditions de vie. C'est-à-dire que il y a eu à la fois l'impact économique sur l'emploi, et en fonction des types d'emplois, des secteurs d'emploi, les individus ont été plus ou moins touchés. Il y a eu aussi, bien sûr, la difficulté plus ou moins grande à vivre le confinement en fonction, en particulier, des mètres carrés dont on dispose, de l'environnement dans lequel on vit. Donc tout ça, en réalité, s'est imbriqué. Et ce qu'on voit, c'est qu'on sait très bien, toutes les statistiques le démontrent, que les femmes sont
les plus précaires parmi les précaires sont les travailleurs pauvres, les familles pauvres à travers les familles monoparentales, et qu'elles ne se situent pas au même endroit en termes de division du travail, ni dans la sphère privée, ni dans la sphère publique. C'est-à-dire qu'elles sont, on le sait, qu'elles gagnent en moyenne un quart de moins que les hommes, et elles se situent aussi beaucoup plus dans les métiers qui sont les métiers du service ou du soin. Donc, celles qui étaient dans les métiers du service ont été très fortement impactées, en particulier celles qui travaillaient dans l'hôtellerie, voilà, dans tout ce qui était commerce, restauration. Et celles qui travaillent dans le soin, elles ont été les premières de corvée, les premières de tranchée. Et ça questionne bien sûr la valorisation et l'utilité sociale. Elles ont été remerciées, applaudies, on a voulu leur donner des médailles, mais tout ça ne remet pas en cause la hiérarchie, en particulier des salaires et la hiérarchie sociale. Donc elles ont été surimpactées de différentes manières, à la fois dans leur emploi, elles ont été en termes de perte d'emploi, puisqu'elles sont dans des emplois qui sont des emplois précaires et moins bien payés, et qui ont été, à la différence de la crise de 2008, où c'est d'abord les hommes qui ont été impactés, puisque ça a d'abord été l'industrie qui a été impactée. Là, on voit que les femmes ont été dans les premières, soit impactées par la perte d'emploi, soit à être vraiment parmi les soignantes. Donc, on parle des soignants, mais c'est en grande majorité des soignantes. Donc, aides-soignantes, infirmières, médecins, caissières. Voilà, donc femmes de ménage dans des conditions qui étaient des conditions difficiles. Donc, et en plus, dans leur sphère privée, elles avaient encore à assumer ce qui en moyenne correspond à 3/4 des tâches ménagères et domestiques quand elles ne sont pas toutes seules à assumer ces tâches-là dans les familles monoparentales. Donc on voit une espèce de cumul de précarisation et de difficultés. Donc de manière large, ce virus a porté des inégalités, c'est-à-dire que c'est ceux qui avaient le moins de capitaux sociaux qui ont été impactés à la fois par leur perte d'emploi, mais aussi par le fait que, par exemple, pour les enfants, et Oxfam le dit bien, c'est-à-dire qu'il fallait aussi leur donner à manger, s'en occuper toute la journée. Donc, vraiment dans les quartiers populaires, dans les territoires où l'environnement est difficile, où on a peu de place et où les niveaux de revenus sont faibles, c'est ces territoires-là qui ont été les plus impactés. Mais là, on voit bien que l'inégalité est au croisement de la dimension genre, de la dimension sociale, territoriale, avec une dimension aussi de racialisation. Donc, ça questionne la manière dont on est dans une division du travail qui est inégale entre les femmes et les hommes, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée. Et en effet, celles qui étaient déjà en position de vulnérabilité ou de précarité ont été vraiment dans des situations très difficiles. Alors, vous l'avez mentionné, on a des femmes qui sont très présentes dans les tâches domestiques, mais également dans le secteur du soin, les hôpitaux ou même le soin à la personne. Beaucoup de personnes, de théoristes appellent ça le care. Est-ce que vous pensez que ça va permettre aux femmes voilà, de mettre en avant cette dimension qui aujourd'hui les pénalise, de montrer que ces tâches leur incombent bien trop souvent, ou au contraire, elles vont être reléguées à cette dimension parce qu'au final, elles ont bien rempli leurs tâches concrètement? Alors, c'est vrai que c'est toujours ambivalent parce que c'est un moment où il y a eu une forme de valorisation à la fois des métiers qui entourent le soin, parce que tout simplement, il y a une prise de conscience que c'est vital et que ça nous concerne toutes et tous, et que ces métiers qui sont pourtant pas du tout les métiers les plus valorisés, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue social, sont les métiers les plus vitaux. Donc il y a une véritable valorisation, mais qui est de l'ordre de la valorisation symbolique, puisqu'on voit bien que ces métiers-là, qui sont des métiers paupérisés, dans des conditions de vie de plus en plus difficiles, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins d'emplois publics, en particulier dans l'hôpital, mais aussi une détérioration des conditions de travail pour les enseignants et les enseignantes en particulier. Donc, on voit qu'on a une forme de rhétorique de la valorisation symbolique qui n'est pas du tout suivie d'une reconnaissance réelle économiquement et socialement,
Donc là, ça doit amener à repenser. Rachel Silvera, Séverine Lemierre ont fait des tribunes pour demander à repenser la hiérarchisation des métiers des tâches et des responsabilités dans notre société. Donc là, il faudrait qu'il y ait vraiment ce travail-là, tout en le désindexant d'une forme d'essentialisme où ça serait aux femmes de faire ces types de tâches et de métiers, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique. Sinon, on se réenferme, on modernise une assignation qui est une assignation purement essentialiste, qui est comme si les femmes, parce qu'elles étaient potentiellement mères, ou parce qu'elles étaient plutôt dans un devoir d'assumer cette mission à la fois naturelle et politique au sens de faire survivre la nation familialiste. Donc, ce devoir de maternité leur donnait des compétences maternantes. Donc là, on est dans quelque chose qui a été d'ailleurs dit à la fois, et très peu pour les soignantes, parce qu'on remerciait les soignants de manière un peu abstraite, par contre, qui a été beaucoup dit pour les chefs d'État. Alors, c'était quelque chose de... Mais ça avait déjà été le cas à la crise de 2008, pour les femmes chefs d'État, avec cette idée que les femmes chefs d'État se comportaient beaucoup plus comme des mères protectrices, qu'elles avaient pris des décisions beaucoup plus adaptées que les hommes, qui eux étaient des fringants entrepreneurs, et que donc, en période de crise, ce n'étaient pas forcément les meilleurs conseilleurs. Même si en France en particulier, on n'a quasiment vu que des hommes décisionnaires, aussi bien dans le monde politique que dans le monde économique. Alors, cette valorisation des femmes dans la prise de décision quasiment exclusivement dans les périodes de crise est vraiment une modernisation d'un sexisme bienveillant où on valorise des qualités qui sont des qualités, c'est un piège, complètement enfermante. Et en plus, c'est des démonstrations, il y a eu un article dans Forbes en particulier qui a pas mal fait parler de lui, mais qui a été relayé et porté aussi dans d'autres journaux. Donc ça a été vraiment une voix un peu internationale. On a vu la même chose pour la crise de 2008 en disant que si les Lehman Brothers avaient été les Lehman Sisters, il n'y aurait pas eu la crise. Avec donc cette idée que les femmes sont bonnes conseillères en effet en période difficile puisqu'elles se comportent en bonne mère de famille. Ces études sont des études qui ne tiennent absolument pas la route d'un point de vue scientifique. Elles ne gardent que ce qui s'inscrit dans ce qui est un postulat plus qu'une hypothèse. Donc pour moi, je voyais une mise en regard en fait à la fois du fait que ce confinement n'a pas été le moment d'une remise en cause de la répartition des tâches, ni dans la sphère privée, ni dans la sphère publique, mais que pour faire avaler la pilule qui est de plus en plus grosse de la superwoman paupérisée ou près du burn-out, il fallait dire que quand même c'était des héroïnes et que c'était extraordinaire et qu'elles faisaient beaucoup mieux que les hommes. Avec ce stéréotype que les femmes savent faire plusieurs choses à la fois alors que les hommes non, mais que quand ils le font, bien sûr, ils le font bien, puis au final, c'est eux qui prennent les décisions. Donc, derrière des choses qui peuvent apparaître assez accessoires et même plutôt sympathiques. On se dit, après tout, s'ils valorisent les femmes chefs d'État, pourquoi pas voilà. En réalité, on est toujours dans un mythe de la complémentarité qui fait perdurer ce que déjà Simone de Beauvoir appelait le deuxième sexe, c'est-à-dire une hiérarchie qui est la complémentarité, elle n'est pas symétrique. Il y a une survalorisation des tâches qui sont associées aux hommes. Et même si, pour faire avaler la pilule en période de crise, on va valoriser le care, en réalité, comme il est associé à des compétences naturelles, il est quand même perçu comme normal, voire comme à faire gratuitement. Les masques, les couturières les ont fait gratuitement. Faire à la fois la classe aux enfants et puis s'occuper en visioconférence de son travail et prendre des nouvelles des personnes les plus âgées. Tout ça, c'est normal. Donc, voilà, je trouve, un moment qui montre que quand même on a du mal avec une mise en cohérence de ce que ça serait vraiment que vivre dans une société égalitaire, à la fois parce que ce virus nous a montré, en miroir grossissant, le gap qu'il y a en fonction des territoires où on vit, des métiers que l'on fait, de nos conditions sociales. Donc il y a vraiment, je trouve, un miroir grossissant de tout ça, mais aussi parce qu'au final, on est quand même toujours dans une volonté que
ce modèle ne s'écaille pas et on trouve un peu des subterfuges pour trouver ça très vertueux, que chacun reste à sa place, même si c'est au prix de très fortes inégalités. Et justement, sur cette question, le positionnement des femmes dans la société, le fait qu'on a des femmes qui se sont mises à faire des masques, etc., je trouve que justement, en tant que jeune femme ou même femme tout court, c'est tellement difficile d'arriver à percevoir ce on nous a fait internaliser en quelque sorte, ce qu'on nous a mis dans la tête, et ce qui relève plus de la préférence personnelle. Et aujourd'hui, c'est un peu un combat au quotidien parce qu'il y a des choses voilà, que je me dis peut-être que tu l'aimes parce qu'on te l'a fait aimer et on remet un peu tout en question et c'est assez compliqué. Est-ce que vous aurez des conseils, vous, pour arriver à faire la part des choses là-dessus? Alors ça, c'est vraiment au cœur de toutes les sciences humaines et sociales, hein. Comment est-ce que la socialisation, la manière dont on est éduqué, à la fois par nos familles, mais aussi par notre environnement, en particulier par les médias, par l'école, enfin par tous les agents de socialisation, de manière assez concordante en réalité, comment ça va nous pétrir, nous construire et transformer en réalité une forme de conditionnement social en goût et en sentiment d'émancipation. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Pour ça, je conseille souvent de lire Mœurs et sexualité en Océanie de Margaret Mead, qui a pourtant fait son terrain, une anthropologue américaine pendant l'entre-deux-guerres et qui s'attendait vraiment à trouver dans son travail, dans son terrain en Océanie, la même binarité qu'elle connaissait aux États-Unis, mais avec une forme plus exotique ou un peu différenciée. L'antispéciste que je suis est en dilemme parce qu'il y a une mouche. Donc, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit en fait dans 3 sociétés qui sont assez proches hein, d'un point de vue territorial, un groupe où il n'y a, selon elle, que des personnes maternantes, donc que des personnes féminines, un autre où il n'y a que des personnes hyper virilisées, agressives, voilà, et puis une autre où c'est inversé. Donc c'est les femmes qui ont le pouvoir et c'est les hommes qui doivent chercher l'intérêt des femmes et qui manquent de solidarité entre eux parce que voilà, ils dépendent du regard des femmes. Et donc, ça la perturbe complètement. Et ce qu'elle analyse, c'est qu'elle se rend compte que ça dépend vraiment de l'éducation. C'est-à-dire que la société où elle ne voit que des actions plutôt douces, enfin voilà, des caractères, c'est une société où l'éducation est très, on dirait, très permissive, hein, de manière assez négative, alors que la société avec des caractères, qu'on soit homme ou femme, très agressifs dans la confrontation, c'est une société où l'éducation est sur ce registre-là. Donc je vous prends cet exemple, mais on pourrait prendre d'autres exemples aussi avec des dimensions sociales. Par exemple, on se rend compte qu'en termes d'orientation, les classes sociales les plus défavorisées, les plus populaires, vont s'auto-limiter. C'est-à-dire qu'à niveau scolaire équivalent, ils ne vont pas oser. Voilà. Et ils vont peut-être avoir ils vont pas se le construire de cette manière-là, mais dire ben, moi j'ai envie d'être infirmière plutôt que d'être médecin. Voilà, par exemple. Donc c'est vrai que c'est très difficile de démêler la part d'individualité, d'épanouissement et la part de construit social, et c'est très inconfortable. De toute façon, dès qu'on se pose des questions sur qu'est-ce qui est injuste, qu'est-ce qui est juste, comment c'est de l'ordre du politique et comment l'individuel peut avoir sa place, par définition c'est inconfortable. Donc, je crois qu'il faut faire le deuil de quelque chose qui serait confortable et puis il faut prendre le risque de se poser des questions, d'être aussi dans une forme de non-réponse. Édouard Glissant parle d'indéfinition et je pense que ça, c'est vraiment le premier pas aussi vers la déconstruction. Je vois que il y a une question sur quelles sont les actions qui s'offrent On pourra les traiter à la fin. On les traitera à la fin. Donc, je pense que là-dessus, c'est une vraie question. Peut-être aussi, je ne sais pas si ça a été le cas des personnes qui sont avec nous, mais moi, ce moment de confinement m'a aussi fait prendre conscience, même si je le savais, mais de manière peut-être moins aiguë, des privilèges qui sont les miens. C'est-à-dire que
c'est vrai qu'on se rend vraiment compte qu'on a une chance extraordinaire quand on peut faire un métier qu'on peut continuer à faire à distance, quand on n'est pas en danger dans son rapport à son métier, quand son métier ne nous met pas en danger, notre métier ne nous met pas en danger, quand on a une liberté de parole. Voilà. Donc, sur votre questionnement sur qu'est-ce qui est de l'ordre des goûts et de la construction, je trouve que c'est des moments un peu de pause, alors sans en faire une opportunité, parce qu'il y a une forme d'indécence à faire de ces moments-là qui ont été quand même à l'origine de nombreux morts et de grandes difficultés au point de vue national et international. Pour moi, ce n'est pas une opportunité. Mais c'est un moment qui peut permettre, en effet, qui nous oblige en tout cas, à voir ce qui nous dérange, à voir que les inégalités sont à nos portes et qu'elles sont criantes, voire qu'elles sont mortelles, qu'elles sont insupportables et injustes, parce que totalement dépourvues de fondements légitimes. À voir aussi que nous sommes pleins de contradictions. Vous avez raison, et que c'est très difficile d'entremêler, et que la cohérence ou la pureté est un horizon. Et je pense la manière de s'en sortir pour moi, c'est d'être à la fois humble, bienveillant envers les autres et envers soi-même, mais aussi d'être éminemment politique. C'est-à-dire que de sortir de ce carcan qui est quand même très fort, hein, de l'épanouissement individuel en faisant son yoga le matin. Moi aussi, je fais mon yoga le matin pour être détendue, mais ça ne suffit pas. Euh, c'est bien si ça nous fait du bien, mais ça ne changera pas la face du monde. Euh, donc, avoir vraiment la sensation de cette imbrication entre nos conditions de vie, notre rapport à ce qui est juste, à ce qui est vraiment de l'ordre de la libération et de l'égalité, et les structures qui sont les nôtres. Quand on est en position plus de privilégié, qu'on ne subit pas directement les inégalités, même si en tant que femme ou en tant que personne racisée, même si on est d'une classe sociale élevée, on a quand même cette expérience de la domination ou des stéréotypes ou d'une forme d'enfermement identitaire. Donc, si on ne cumule pas tous les privilèges, en gros, on a quand même un peu ces sentiments-là. Mais la manière pour moi de vraiment les dépasser, c'est de se dire les émancipations individuelles ne seront réelles que dans le cadre vraiment d'une émancipation collective et d'une analyse, d'une pensée, mais aussi des actes d'action qui seront des actions éminemment politiques et structurelles. Je vous remercie pour votre réponse. J'avais une autre question. On parle des inégalités, du fait qu'on n'est pas tous égaux, justement, face à l'expérience de cette crise. Alors, je me demandais, est-ce que la façon dont elle a été gérée par le gouvernement, les politiques qui ont été mises en place, le confinement qui a été appliqué de façon assez uniforme, à part pour les personnes qui étaient nécessaires au fonctionnement du système économique, est-ce qu'au final, cette gestion, elle n'a pas encore creusé les inégalités? Est-ce qu'on aurait dû peut-être appliquer un peu des filtres en fonction du positionnement dans la société? Alors, je vous avoue que moi, c'est toujours délicat, en effet, quand on a une politique ou des mesures uniques qui s'appliquent à des situations différenciées. Et d'ailleurs, souvent, la stigmatisation qui discrédite le principe d'égalité, c'est de le voir comme l'égalitarisme. Vous devez connaître, en fait, cette image qui m'agace fortement, où on voit un petit garçon qui regarde, je crois que c'est un match de foot ou je ne sais pas quoi, et qui est plus petit, donc, et on dit l'égalité, ben, c'est qu'il est, voilà, il est à côté de l'adulte, il ne voit rien, hein, parce qu'il y a voilà, une petite barrière devant lui. Et on dit l'équité, ben, c'est quand on lui met en fait un strapontin et que donc il est à égalité. Voilà. Ça, c'est une vision complètement caricaturale de l'égalité, en tout cas de l'égalité telle qu'elle doit être pensée et telle qu'elle a été pensée. On peut citer Condorcet, en particulier l'instruction pour les mémoires sur l'instruction publique, où il explique bien qu'en fonction du territoire, il va falloir avoir un type d'éducation, d'enseignement qui sera adapté au territoire, à l'âge, voilà, aux conditions sociales. Donc, de la même manière, pour moi, l'égalité, et on le voit dans le rapport aussi du Conseil d'État sur le principe d'égalité, c'est appliqué différemment à des situations différentes. Donc, quand j'ai dit ça de manière un peu générale, par rapport au confinement, vous allez me dire c'est un peu compliqué parce que la distanciation sociale, c'est une règle scientifique, médicale, on ne va pas dire, voilà. Oui.
vous avez raison, sauf qu'on comprend d'autant mieux, par exemple, la décision qui a été prise dans le département du 95 d'ouvrir les grands parcs. Parce que c'est très facile quand on est confiné dans des appartements grands, voire avec un accès à l'extérieur, soit parce qu'on est dans un territoire rural, dans une maison, soit parce qu'on fait quand même partie des privilégiés qui ont un accès extérieur dans les villes. C'est très facile de pouvoir vivre le confinement, qui a quand même été long, 2 mois, sans forcément avoir accès, par exemple, au jardin public, au parc public. Donc, moi, je trouve que ça a été bien que localement, il y ait aussi des prises de décision qui permettent de s'adapter aux conditions de vie des personnes. Et puis, c'est certain que si on n'avait peut-être pas le choix, ni sur le confinement, ni sur des règles, voilà, on aurait pu peut-être essayer de rendre la vie plus facile à ceux qui sont dans des situations de confinement difficiles. Et puis, pourquoi pas avoir vraiment un service public de garde des enfants. Parce qu'on s'est rendu compte, alors c'était sans doute difficile à mettre en place, mais ça n'a été ouvert que pour les personnes qui travaillaient dans le soin en particulier. Et ça a amené quand même de grandes disparités et une grande difficulté pour les femmes, et en particulier les femmes dans des conditions difficiles, de tout assumer, en particulier à la fois le suivi éducatif, et on voit que la déscolarisation des enfants, parce que c'est une déscolarisation pour ceux qui ne sont pas en capacité de le vivre à distance, parce qu'il faut pouvoir avoir un ordinateur personnel, voire imprimer ce que demandent les enseignants. Voilà, donc il y a quand même là des inégalités dans en particulier le suivi en distanciel de l'école. Et là, je pense que la dimension classe sociale aurait dû être plus prise en compte pour éviter les décrochages et pour éviter aussi que des enfants ne puissent pas manger ou mangent mal parce qu'ils n'ont plus accès à la cantine. Donc, je sais que c'est très difficile à mettre en place, mais je pense que là, il y aurait vraiment eu quelque chose à mettre en place. Ça a été mis en place par certaines associations. Donc, il y a eu comme ça des relais qui ont été pris par le niveau associatif. Mais s'il y avait eu ce critère de se dire comment ça va être vécu de manière différenciée en fonction des conditions de vie, des inégalités de capitaux économiques, voilà, je pense que des choses auraient pu être mises en place par l'État et pas seulement par les associations qui sont toujours un peu fondées bien sûr sur le bénévolat et qui pour moi jouent un rôle qui devrait être le rôle de l'État, en sachant que l'État a pris quand même des décisions générales économiques comme le chômage partiel qui va permettre, je pense, et il faudrait qu'ils le poursuivent, d'éviter des licenciements. Donc ça, c'est important. Mais dans le quotidien, je pense qu'il aurait pu y avoir en effet des choses pour tenir compte et pour porter une égalité qui soit une égalité qui tienne compte des situations différenciées. Je vous remercie. Alors, je vais éviter de tomber dans l'essentialisme, comme on a mentionné précédemment, mais on l'a vu, les décisions, elles ont encore une fois été prises majoritairement par des hommes blancs de plus de 50 ans. Est-ce que si on apportait plus de diversité, donc que ce soit en termes de genre, en termes de racisé ou pas, dans les instances de décision, est-ce que justement ces politiques, elles auraient été différentes? Est-ce qu'elles auraient permis peut-être de prendre en compte la diversité d'une façon plus efficace? Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de ne pas, comme vous dites, tomber dans le piège à la fois de l'essentialisme et de l'assignation identitaire, c'est-à-dire dire ah ben, que les femmes qui sont élues, elles doivent porter la voix des femmes, alors en sachant qu'il n'y a pas une uniformité non plus des intérêts des femmes. On peut avoir des intérêts discordants entre une femme d'une classe très privilégiée et une femme réfugiée. Voilà. Donc, c'est compliqué. Mais ce qui pour moi est l'angle peut-être un peu d'entrée, c'est de se dire pour quelles raisons est-ce qu'on se retrouve avec des tables où la prise de décision n'est prise que par des hommes blancs. En effet, plutôt hétéronormés, d'un certain âge, voilà. Parce que ceux qui sont en position de pouvoir, les numéros 1, que ce soit dans le monde économique ou dans le monde politique, sont encore de ce profil-là. Alors, soit on en tire comme conséquence que les hommes blancs ont plus de compétences, sont plus intelligents et donc sont légitimement à ce poste-là. Donc là, on peut tous éteindre le webinaire. Je pense qu'on assume qu'on est sexiste et raciste. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui l'assument. Soit on se dit que c'est parce qu'il y a des discriminations structurelles qui font que
ceux qui sont dans des groupes, qui appartiennent à des groupes, avec eux ou malgré eux, hein, je veux dire, qui sont dans des positions de minorisation sociale d'un point de vue historique, donc en particulier les femmes et les personnes racisées, n'arrivent pas jusqu'à ces niveaux-là. Donc, et que ce n'est pas le reflet de leur incompétence, mais le reflet de discrimination. Donc, si on dit ça, ça entraîne le fait qu'on va avoir en effet un prisme qui est celui du prisme des dominants. Et qui vont porter des logiques d'intérêt qui sont ceux des dominants. Alors, ils peuvent porter des idées qui déconstruisent leur propre intérêt, mais il y a quand même moins de chances. Et de toute façon, c'est injuste. Et vous avez raison, il y aura sans doute une diversité de points de vue. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les femmes sont féministes. Je crois qu'on est bien placé en France pour être persuadé de ça. Ou ça ne veut pas dire que tous ceux qui subissent des discriminations les déconstruisent. Mais en tout cas, que la situation actuelle montre bien qu'on est dans une contradiction entre les principes que l'on édicte, voire le sentiment que l'égalité est déjà là, que ça y est, maintenant on a l'égalité de droit, c'est bon, hein, les femmes elles commencent à abuser, et de la même manière, on en a marre de l'intersectionnalité, voilà, maintenant il n'y en a plus que pour les personnes racisées, les LGBT, les femmes, voilà, bon. Quand on regarde la réalité des faits, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. Parmi ceux qui sont en position de prendre des décisions, aussi bien en France que dans l'international d'ailleurs. Hein. Quand on voit les réunions internationales, c'est absolument le cas. Donc, c'est avant tout par rapport à un principe de justice et bien sûr aussi par rapport au fait de porter des conceptions, des intérêts, et des expériences qui sont des expériences différentes. Ça me rappelle un point qu'on avait soulevé lors de notre cours. C'était le fait que les femmes qui étaient à des positions élevées, en tout cas dans la hiérarchie, mais qui avaient été mises à cette position grâce à des quotas, la discrimination positive, elles avaient quand même elles avaient du mal à essayer de tirer vers le haut les autres femmes, parce que on se dit, déjà, je bénéficie d'une discrimination positive, donc si en plus je commence à défendre uniquement les droits des femmes et à essayer de me porter un peu comme le porte-parole de cette classe de la société, on va me décrédibiliser. Donc est-ce que c'est un peu ce qui pourrait se passer aussi ? C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les travaux universitaires, c'est que c'est vrai qu'il y a une question de masse critique. C'est-à-dire que quand elles ne sont pas en position de masse critique et qu'en plus elles ont été un peu là de l'ordre du fait du prince, et on voit en particulier aussi bien dans le monde politique que dans le monde économique en majorité, hein, il y a bien sûr des exceptions, mais qu'en majorité, ceux qui sont en position de décider de qui est sur la liste, c'est souvent dans les partis politiques, les responsables des élections, c'est en grande majorité des hommes, ou les premiers fédéraux, c'est en grande majorité des hommes, et de la même manière dans le monde économique, les numéros 1 sont encore, et on le voit au CAC 40, en grande majorité des hommes. Donc on est quand même dans une position de difficile indépendance, et en plus quand on n'est pas en masse critique, c'est vrai que ça rend difficile une parole qui n'est pas une parole décrédibilisante. Et d'ailleurs, celles qui sont en position de parler sont souvent celles qui sont le plus haut, parce qu'elles risquent moins. Donc là-dessus, ça permet de mieux comprendre pourquoi il n'y a pas forcément de déconstruction mécanique ou automatique quand malgré le fait qu'il puisse y avoir des femmes dans des positions décisionnaires. Mais là aussi, il faut voir est-ce qu'on est vraiment dans un partage du pouvoir. Et là, les travaux de Nancy Fraser sont vraiment très intéressants sur la théorie de la justice, et elle montre bien comment il y a 3 versants. Il y a le versant économique qui est de l'ordre de la redistribution, donc redistribution des places. Donc il faut en effet, quand on voit qu'il n'y a qu'un type d'identité, on voit bien qu'il y a de l'exclusion, donc il faut déjà redistribuer des places. Donc il faut en effet, quand on voit qu'il n'y a qu'une... Ah, c'est bon. Il y a la redistribution des places, il y a la reconnaissance, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas à être dans une place, il faut aussi être reconnu, non pas en tant que la femme journaliste, ah tiens, toi en tant que femme journaliste, tu vas couvrir tel sujet, tu vas faire du management très différemment. C'est bien qu'on ait une manager féminin parce qu'elle va être plus dans l'écoute, voilà. Une femme politique, c'est bien, tu vas penser à la largeur des trottoirs pour faire passer les poussettes. Non, cette décision, non, c'est un peu technique là pour toi, excuse-moi. Donc, puis de toute façon, le ministre des Finances, mais aussi l'adjoint aux Finances, on voit dans les mairies, c'est 80% des hommes. Bon. Donc,
il faut être reconnu à égalité et non pas en tant que, pour porter que la femme, la voix de cette minorité. Il faut être légitime de manière beaucoup plus déconstruite. Et puis, elle a rajouté un élément qu'elle a qualifié de politique, qu'elle a appelé représentation. Donc, c'est les 3 R, redistribution, reconnaissance, représentation, avec cette idée qu'être vraiment égaux, c'est être en capacité de changer le cadre, de changer les règles du jeu. Et par rapport à ce que vous dites, quand on est minoritaire ou quand on a été nommé ou qu'on a été choisi, mais qu'on sait qu'on n'est pas en position décisionnaire complètement, on n'est pas en position de changer les règles du jeu. On joue avec les règles qui sont imposées. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'il ne faut pas le voir comme une responsabilité individuelle de ces femmes qui n'ont pas le courage, c'est qu'elles ne sont pas dans des structures qui le permettent. Ça me rappelle un autre point qu'on avait mentionné dans le cours, c'était l'égalité sous couvert de performance. Et j'avais trouvé ça tellement intéressant parce que justement, on nous dit qu'en tant que femme, on a des qualités particulières qui vont nous permettre d'avoir une vision différente sur l'entreprise, sur le monde. Et au final, c'est encore ce qu'on mentionne avec l'essentialisme, c'est le fait qu'on nous relie à des caractéristiques qui vont nous faire avoir un point de vue un peu différent. Et je pense que c'est assez dur d'en sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, si on reste sur la base de ces quotas, de cette discrimination positive, est-ce qu'au final, on peut en sortir même? Est-ce que c'est possible? Alors, moi, je crois que les outils ne sont pas bons ou mauvais en eux-mêmes, mais c'est la manière, c'est la finalité qu'on va leur donner, la manière dont on va les justifier. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur les principes de justification. Moi, je pense sincèrement que vu notre héritage très lourd, même si vous allez trouver que je ne suis vraiment pas optimiste ou fun, il faut quand même se rappeler qu'on est dans une république qui est celle des droits de l'homme, mais qui n'a concédé le droit de vote aux femmes que par une ordonnance, un petit article dans une ordonnance en 1944, organisant les pouvoirs à la libération, qu'il a fallu attendre les années 80, par exemple, pour les femmes, pour qu'elles aient les mêmes droits par rapport aux biens familiaux. Donc, on est de cet héritage-là, où on parlait de suffrage universel alors qu'il était unisexué, où on parlait d'égalité alors qu'on avait un droit qui était un droit avec des indigènes, donc avec des collèges électoraux, ou le fait que dans les colonies, il y avait des citoyens et des sujets. Donc, on est vraiment dans un pays qui est plein de contradictions. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on regarde les principes de justification de l'inclusion de ceux qui avaient été exclus d'un point de vue historique et théorique, donc les femmes et les personnes racisées, ont été exclus de la citoyenneté active, c'est-à-dire de la capacité à être décisionnaire en particulier, à la fois pour contracter, pour choisir leur métier, pour avoir, donc pour pouvoir gérer leurs biens, voilà, vraiment être autonome. Donc, les femmes et les personnes racisées ont été exclues de ces droits-là parce qu'ils étaient associés à la passion, à la nature, à des vocations naturelles, et qu'ils étaient vus comme incapables de prendre de la distance par rapport à leur mission et à leur instinct naturel. Et donc, ce n'étaient pas des êtres de raison. Ils étaient renvoyés à l'animalité. Ils étaient dépolitisés. Donc, on les excluait comme des singuliers, qui avaient leur place, qui avaient leur rôle, mais qui étaient un rôle qui était associé à leur nature. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans la phase de l'inclusion des non-frères, mais ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, on les inclut pour les mêmes raisons qu'on les a exclus. On les inclut en tant que singuliers, en tant que différents. Alors, on peut se dire, c'est beaucoup mieux de faire jouer leurs différences comme une plus-value, alors qu'avant, c'était comme une moins-value. C'est-à-dire, on va dire, les femmes, elles vont apporter autre chose, ce côté maternant, plus à l'écoute, moins agressive, voilà. Donc, tout ce qu'on a vu sur les femmes qui sont dirigeantes, elles vont apporter autre chose, et puis le care, c'est bien pour les femmes, voilà. Et pour les personnes issues de la diversité, on est dans le même registre. La diversité, c'est bon pour le business. Voilà, ils vont aussi être dans une logique où ils apportent autre chose. Et c'est là où moi, je parle d'égalité, on peut dire d'inclusion, parce que du coup, ce n'est pas de l'égalité, sous condition de performance de la différence pour les non-frères. Performance à la fois où il y a une forme de théâtralisation identitaire. Il faut que les femmes se comportent comme des femmes et les personnes racisées comme des personnes racisées. Donc, on voit qu'on est dans un enfermement identitaire. Et performance aussi au sens de rentabilité. Il faut que ça rapporte.
Alors, il faut que ça rapporte d'un point de vue social, à l'équilibre social, donc plus de cohésion sociale pour la promotion de la diversité, pour éviter les divisions, voilà, les cristallisations, les tensions, mais aussi pour apporter d'autres marchés, par exemple, pour les personnes dites issues de la diversité. Et pour les femmes, cette idée que, par exemple, les entreprises qui sont gouvernées avec des femmes qui participent, par exemple, au conseil d'administration, ben, elles vont avoir des décisions plus modérées. Donc, en période de prospérité, c'est pas terrible, on peut freiner les hommes, mais en période de crise, alors là, ça va éviter qu'ils prennent de trop gros risques. Elles sont plus risques adverses, avec une dimension essentialiste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reste sur le même logiciel de la complémentarité des sexes, mais et des races, hein, même si les races n'existent pas, mais en tout cas de complémentarité comme ça, des compétences et des qualités, qui va justifier l'inclusion au lieu de justifier l'exclusion. Alors, c'est très difficile, en effet, de dépasser ça, et on peut se dire la fin justifie les moyens. L'essentiel, c'est que maintenant, quelle que soit notre couleur de peau ou notre sexe, on a déjà les mêmes droits, et puis quand même, on veut nous promouvoir, donc on devrait déjà être content et contente. Ça ne va pas jusqu'au bout. Ça ne va pas jusqu'au bout de la déconstruction, parce que c'est vrai que celles et ceux qui, quelle que soit leur couleur de peau ou leur sexe, veulent tout simplement être des journalistes à part entière, des politiques à part entière, voilà, vont être quand même renvoyés au fait qu'ils ne sont pas tout à fait conformes si, par exemple, ils ont de l'ambition et ils ne sont pas du tout dans le care, mais qui sont dans une ambition un peu dévorante quand ils sont des femmes. Voilà, donc il y a comme ça des limites qui expliquent pour moi très clairement pourquoi il n'y a pas de femme numéro un. C'est-à-dire que parce que ce n'est pas ce qu'on attend d'elles, ce n'est pas ce qu'on a construit comme modèle. Ce n'est pas parce qu'elles ont moins de compétences ou qu'elles n'ont pas d'appétence pour l'autorité ou pour la décision. Et c'est génial que vous le mentionnez parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec mes proches lorsqu'une femme a tel comportement, par exemple, qu'elle va s'exprimer avec de l'assurance ou qu'elle va oser élever la voix parce qu'un homme lui a coupé la parole ou ce genre de comportement, on va tout de suite dire qu'elle est agressive ou qu'elle est elle est un peu folle, quoi. Concrètement, elle a du mal à gérer ses émotions, alors que lorsque c'est un homme qui le fait, il fait preuve de leadership, il a de l'assurance, il est charismatique, et ça m'a toujours gênée. Et j'ai l'impression en fait qu'on a cette rupture qui est en train de se faire entre notre génération qui en a conscience et celle d'avant. Qui essaye encore de nous assigner à des rôles. Et au quotidien, en fait, c'est très dur. Même en entreprise, quand on est une jeune femme, qu'on arrive, on a des idéaux, on a voilà, ces luttes un peu dans la tête. Et c'est pas facile de déconstruire, je trouve. Si vous avez des conseils, même de lecture. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que ça fait du lien avec ce qu'on disait sur la socialisation et l'éducation, parce que on se rend compte, et les travaux de psychologie l'ont montré, de sociologie, que si on montre un bébé qui pleure en disant que c'est une fille, bah, voilà, elle est capricieuse, voilà. On ne va pas dire qu'elle est hystérique tout de suite, c'est quand elle est un peu plus grande, parce que là, elle est bien sûr envoyée à son hypersexualisation et au fait qu'elle ne se maîtrise pas, parce qu'elle voilà. Alors que si ce même bébé qui pleure, on dit que c'est un garçon, on va dire oh, il a du caractère, hein, il a de l'énergie, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois dans la grille de lecture qu'on a de l'environnement, mais aussi dans ce qui est renvoyé aux enfants, même d'ailleurs avant qu'ils naissent, parce qu'on a préparé la chambre, les couleurs. Donc malheureusement sur ce sujet, je ne crois pas qu'il y a une pente naturelle vers le progrès. Je crois qu'on est vraiment en plus dans le lien entre néo-essentialisme, donc nouvelle naturalisation, mais aussi néolibéralisme. On va accentuer ces différences parce qu'on voit que ça recouvre aussi cette idée que tout est marché et que tout est rentabilité, parce qu'on va acheter des vêtements bleus pour les garçons, roses pour les filles. Vous voyez, c'est bon pour le marché, tout ça, pour le business, avec les stéréotypes qui vont avec. Lego 100% filles, par définition, les filles peuvent jouer que sur des châteaux ridicules, alors que les garçons font, eux, des jeux de construction qui sont beaucoup plus adaptés à la préparation aux compétences professionnelles, voilà, ou à l'exploration de l'espace, des choses comme ça. Donc là-dessus, je crois que c'est vraiment très compliqué, et il y a à la fois de l'implicite et tout ce qu'on véhicule malgré nous, vous avez raison, et je crois que là aussi, c'est une question de être en capacité, et c'est toujours délicat parce qu'on est toujours en position critique et c'est inconfortable, de bien faire comprendre que c'est pas la personne ou les personnes qu'on critique, mais c'est ce système-là. Et puis, il faut se rendre compte que là-dessus, il n'y a pas de consensus et qu'il n'y aura pas que des gagnants, que tout le monde n'est pas d'accord, et que oui, c'est assez encore plus inconfortable pour ceux pour qui
voilà, être quand même dans la position du chef ou de celui qui a raison ou de celui qui donne les bons points, les mauvais points, c'est plutôt confortable. Donc, il va falloir accepter. On était plutôt dans ce mythe, dans ce conte de fées. Moi, j'appelle ça un conte de fées où tout le monde y gagnerait, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres. Ah ben non, en fait, non. C'est-à-dire que pour déconstruire les inégalités, il faut qu'il y en ait qui perdent pour que d'autres arrivent à peu près à sortir leur épingle du jeu et à ne plus être enfermés. Et en particulier, on le voit très concrètement, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée qu'il faut changer les modes de distribution du travail. Et donc, par exemple, un poste de direction, il y en a pas, on ne va pas les dédoubler. Donc, au bout d'un moment, si on dit il n'y a que des hommes, donc on va mettre des femmes, il y a des hommes, on va en avoir moins. Enfin, vous voyez, c'est. Et en termes de déconstruction des stéréotypes, là aussi, ça peut être inconfortable, à la fois pour ceux qui sont dans des assignations identitaires valorisantes, parce que les hommes aussi, ils ont assumé des assignations identitaires, c'est pas... mais qui sont plus valorisantes. S'ils font tout comme on leur demande, c'est les chefs. Alors, donc, là-dessus, je crois vraiment que c'est une mise à plat de notre socialisation, de ce que l'on peut faire même sans s'en rendre compte en termes de transmission, et vraiment une réflexion qu'on doit avoir sur quelle société on veut, qu'est-ce qu'on trouve légitime, est-ce que vraiment on trouve que des blagues encore aujourd'hui ou des petits jeux de mots sexistes, est-ce que c'est vraiment drôle? Est-ce que c'est vraiment drôle à un moment où on a une société où une femme meurt tous les 2 jours sous le coup de son conjoint ou ex-conjoint, qui a des inégalités économiques criantes, qui a encore... voilà. Donc, et de la même manière, pour la question du racisme et de tout ce que ça véhicule, alors c'est moins politiquement correct, même si ça peut advenir à des moments de cristallisation comme aujourd'hui autour de la question des violences policières. On fait moins de blagues racistes explicitement que de blagues sexistes, mais pour moi, ça dit notre inconscient qui est encore très, très actif. C'est-à-dire qu'on a un surmoi très égalitaire, on est censé être tous féministes, tous égalitaires, et en réalité, notre héritage, il est éminemment sexiste, hétéronormatif et raciste. Donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir un moi qui ne soit pas un moi, comme vous dites, complètement dissonant? C'est-à-dire, on se dit, mais c'est quoi ce monde? Et donc, si on veut arriver à mettre en conformité nos principes avec nos actes, ça va être pas simple, surtout parce qu'on ne partage pas la même compréhension des principes. C'est-à-dire que sur les questions d'égalité et de liberté, très clairement, et moi je l'ai vu en faisant des entretiens, des terrains, mais aussi en lisant des discours et en lisant des prises de position, on voit bien que, par exemple, pour faire simple, quand on regarde les programmes électoraux maintenant pour l'élection présidentielle, tous les candidats se disaient féministes. Sauf que ça n'avait absolument pas la même signification, et c'est là où ça devient des novlangues pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Donc, il faut assumer des divergences, il faut assumer qu'on ne va pas tous être d'accord et qu'on ne veut pas tous de la même société. Donc là, il y a une position hégémonique et puis, comme vous le dites, il y a vraiment maintenant des tensions entre modèles de société ou ce qu'on trouve légitime. Et donc, ça va ne pouvoir basculer que s'il y a des rapports de force. Et je trouve que là, la crise, elle montre bien ça. Il y a eu pas mal de tribunes d'associations écologistes qui se sont associées avec des syndicats, avec d'autres types d'associations aussi pour l'égalité. Et parce qu'il y a c'est pas parce qu'il y a eu cette crise qu'on va pas recommencer comme avant, peut-être en pire, parce qu'il y a une peur d'insécurité, de précarisation, voilà. Donc, si on veut porter un monde sur des bases différentes, en termes à la fois de consommation, mais aussi de production, parce qu'il faut bouger les lignes, pas seulement dans notre rapport à la consommation, mais aussi dans notre division du travail, dans notre rapport au travail, dans notre production, dans notre rapport à ce qu'on a appelé longtemps la nature, mais qui en réalité, on fait partie de l'environnement, on fait partie du vivant. Donc, pour bousculer tout ça, vous voyez, là, on perd quelque part tout ce qui peut rassurer, même si c'est injuste. Et c'est rassurant qu'on soit d'un côté les princesses et de l'autre côté les princes charmants, les chevaliers. Ce qu'on voit encore à l'école maternelle, on va voir les préparations de carnaval où les filles vont être déguisées en princesses et les garçons en chevaliers. C'est juste à pleurer. Ou quand on regarde les jouets pour les filles et pour les garçons. Donc, on peut se dire, on est dans des mondes, des univers parallèles, et c'est ça notre société actuellement. Et sur ce besoin de bousculer les choses, j'ai développé un petit jeu avec les personnes qui m'entourent. C'est que dès que je remarque quelque chose qui est un peu sexiste, ben, je leur fais remarquer. En fait, je leur dis, bon, ben, ça, tu vois,
ça a tel impact, c'est lié à telle construction dans notre société. Et au début, ça a énervé, ça a agacé pas mal quand même. Et puis un jour, on a poussé un peu plus la discussion et on m'a dit, bah, finalement, je me suis dit que si ça m'énervait autant, c'est parce que ça remettait en question mes privilèges et que bah, c'est pas plaisant. Et je pense que c'est la même chose. Enfin, j'ai beau être une femme, je cumule pas non plus les désavantages, voilà, les choses qui peuvent me désavantager dans la société puisque je suis blanche. Donc forcément, j'ai déjà un avantage. Et j'ai commencé à suivre des comptes Instagram de personnes qui parlaient de leur quotidien en tant que personnes racisées. Et au début, je me disais, mais mince, je suis une femme, on est en train de me dire que j'ai des avantages dans la société. Non. Et en fait, je me suis retrouvée dans la peau d'un homme blanc à qui on dit que bah, finalement, sa position, il ne la mérite pas. Donc, c'est vraiment dur de faire ce travail et d'essayer de se dire que bah, on n'est pas toujours le moins bien placé dans la société. Et c'est vrai que là, il y a un débat très actuel, hein, donc avec la lettre de Virginie Despentes en particulier à ses amis blancs qui n'ont pas à se poser la question de s'ils prennent leur pièce d'identité pour descendre ou qui ont moins peur d'avoir un contrôle d'identité ou qui dégénère, sans caricaturer la police. Mais il est certain qu'on voit bien, et le rapport du défenseur des droits le montre, qu'il y a beaucoup plus de proportions d'être contrôlé et d'avoir des actes qui sont des actes illégitimes et violents de la part de la police quand on est une personne racisée, quand on vient de certains territoires. Donc je veux dire, ça, c'est vraiment un héritage sans aucun doute d'un système de contrôle qui est fondé sur des hiérarchies qu'il faut déconstruire. Et c'est vrai que se dire alors Tania de Montaigne, par exemple, a répondu en disant mais c'est pas un privilège, juste les blancs, ils ont accès aux droits réellement. Oui, moi je pense qu'il faut pas s'enfermer dans des querelles de termes ou dire c'est pas du tout la même position. Pour moi, c'est la même position. C'est dire que les principes qui sont des principes des droits fondamentaux du libéralisme politique ou du républicanisme ne sont pour l'instant appliqués que justement à ceux qui sont qualifiés de privilégiés, alors que ça ne devrait pas être un privilège. Je suis d'accord avec Tania de Montaigne, c'est juste l'application des droits fondamentaux et de l'universalisme, sauf que cet universalisme n'a jamais été réellement appliqué à toutes et à tous. Donc c'est anormal de considérer comme un privilège le fait juste de ne pas risquer sa vie quand on a un contrôle de police ou de ne pas être discriminé du fait de son code postal, de sa couleur de peau. Voilà, ça ne devrait pas être considéré comme un privilège. Mais c'est un privilège si on se compare, en effet, avec ceux pour qui malheureusement, ce n'est absolument pas juste. Ils ne sont pas jugés selon leurs compétences, selon leurs qualités. Donc là, sur ce débat qui enflamme, hein, vous avez dû le voir, qui enflamme à la fois les réseaux, les différents acteurs et activistes sur ces sujets, moi je crois qu'il ne faut pas non plus se diviser alors qu'on est d'accord. C'est-à-dire, je pense qu'entre Tania de Montaigne et par exemple Virginie Despentes, elles vont vers le même horizon. C'est juste une question de vocabulaire. Mais c'est certain que c'est beaucoup plus dérangeant et mal vu d'employer le terme de privilège. De dire on est tous pour l'universalisme et il faut que tous on soit égaux et voilà dans l'universalisme républicain, là ça passe, tout le monde est d'accord. Par contre, et je trouve que c'est intéressant quand on n'est pas d'accord, donc je suis plus pour qu'on puisse discuter aussi de ce que c'est que est-ce qu'on est privilégié ou pas, et que c'est un problème de considérer comme un privilège juste de pouvoir à se faire respecter et avoir de jouir des droits fondamentaux. Voilà, c'est un problème de se considérer comme privilégié pour cette raison, et pourtant c'est une réalité, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc c'est un peu l'héritage français et j'avais une question sur un autre héritage, c'est la devise française dont on a pu discuter lors de votre cours, liberté, égalité, fraternité. Est-ce qu'on peut construire un futur qui soit basé sur l'équité si on garde cette devise? Alors ça, je trouve que cette devise, elle est intéressante pour ce qu'elle dit de nos angles morts. C'est-à-dire que quand même, c'est une devise qui nous berce, dont on est assez fier normalement, qui est sur nos édifices publics, qui est dans notre constitution, voilà, qui est définie comme notre patrimoine national, voilà. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que le qui du politique, donc à qui on applique ces principes de liberté et d'égalité, bah, c'est le troisième terme qui n'est pas un terme du tout secondaire, hein, qui est la fraternité.
Donc, en fait, c'est les frères à qui on applique les principes de liberté et d'égalité. Alors, vous pouvez me dire, la fraternité, en réalité, c'est pas mal associé à la solidarité. On l'a vu, par exemple, sur la décision du Conseil constitutionnel de 2018 suite au recours de Cédric Herrou. Donc, cet agriculteur de la vallée de Roya qui accueille et aide des réfugiés sans papier, et à qui le Conseil constitutionnel a donné raison en disant que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle et que donc on avait le droit, et que même c'était presque un devoir, d'apporter assistance et solidarité aux personnes qui en avaient besoin, à l'exception du fait de les faire rentrer dans le territoire. Donc on peut se dire, si on prend la fraternité comme sur ce versant-là de la solidarité, c'est magnifique. Par contre, si on regarde ce que ça veut dire en termes d'analogie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille politique, elle est constituée sur l'analogie avec la famille. Et donc, on est constitué comme des frères parce qu'on est élevé comme des égaux. Ça, c'est Rousseau qui dit ça. Mais si on a bien lu Rousseau, on n'a pas lu que le contrat social, on a aussi lu l'Émile, et on a compris que l'Émile, avec le dernier chapitre réservé à cette pauvre Sophie, en fait, les seuls qui vont être éduqués comme des égaux et qui donc vont devenir des frères, c'est les hommes. C'est pas pour rien que ça s'appelle fraternité et pas adelphité, qui est un terme grec qui renvoie à tous les enfants de la même mère, quel que soit leur sexe. Donc là-dessus, je pense que c'est pas que rhétorique, loin de là. Le fait qu'on ne voit pas le problème, c'est-à-dire que, et souvent, je pense que je vous l'avais dit aussi, quand je dis à mes étudiants, mais si c'était liberté, égalité, sororité, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde pour me démontrer que ça concerne tout le monde, que vraiment je vais chercher la petite bête et que l'universalisme, voilà, ça concerne toute la population, quelles que soient ses caractéristiques. Donc, bien sûr que c'est un héritage, mais c'est un héritage qui est encore vivant au présent. Et si on veut fonder un avenir qui ne soit pas la recomposition, la modernisation de nos tabous et de nos totems passés, qui ne sont pas jojo en fait, qui sont tout sauf idéaux. À part pour les frères, et encore pour les frères qui ont envie d'être dans un monde juste, c'est pas non plus terrible. Il faut faire exploser ces angles morts. Et moi, je trouve que ça serait vraiment intéressant de mettre ça dans le débat public. Moi, je l'avais fait en particulier quand j'étais présidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité, parce qu'il y avait autour de la réforme constitutionnelle et on avait porté ça pour réfléchir. Je vous avoue que moi, ma préférence viendrait plus à liberté, égalité, solidarité, pour se détacher complètement de l'analogie familiale et être vraiment dans un qui du politique qui soit beaucoup plus large et dans un temps où on remet en cause justement les frontières, et on a bien vu dans cette pandémie que on devait repenser les frontières entre humains en humains en termes d'interdépendance vitale. La solidarité, ça permettrait aussi de penser nos rapports avec les animaux non humains, avec notre accaparement des ressources qui est complètement mortifère, inégalitaire, puisqu'on est dans le nord-sud. Voilà. Donc là-dessus, je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, il y a droit de l'homme aussi dans le même style, mais la liberté, égalité, fraternité, c'est quand même tout à fait révélateur. Et comme vous dites, dans les discussions, c'est révélateur des angles morts, mais très souvent, et ça c'est plutôt un signe de positif en fait, d'espérance, quand même, quand on va un peu plus avant, l'écran s'écaille, il y a des brèches. C'est-à-dire que quand on fait par symétrie en disant mais très bien, alors on va juste, maintenant vous avez eu longtemps, vous, liberté, égalité, fraternité, maintenant on va faire liberté, égalité, sororité, ok, on fait chacun son tour. Ah non, ça marche plus. Donc voilà, on voit quand même que par ces démonstrations un peu par l'absurde, on arrive à faire comprendre qu'on touche quand même à quelque chose qui est vraiment de nos fondements, et que si on veut porter une autre société, il faut toucher aux fondations. Et sur les droits de l'homme, il y avait un peu la même chose. Il y avait des mouvements féministes qui avaient fait le parallèle avec coupe-cheveux homme, toilette homme, et qui avait dit les femmes ne se sentent pas concernées dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on devrait se sentir concerné quand on parle de droits? Et je trouve ça génial parce que maintenant j'ai du mal à dire les droits de l'homme.
C'est pas parce qu'on met un grand H qu'on va se sentir plus concerné en fait en tant que femme. Donc, Surtout que dans les autres pays francophones, on dit les droits humains sans aucun problème. Donc c'est vrai qu'on a aussi un attachement à une authenticité historique et ce qui renvoie aussi à notre fierté historique, à notre difficulté d'être dans une lecture critique et d'être dans un après qui ne charrie pas tout ça. Il y a un ouvrage qui vient de sortir d'ailleurs sur les droits humains qui discute et Eliane Viennot est très intéressante aussi pour déconstruire en fait tout ce que notre langage, qui est en réalité un langage qui a été pétri par l'Académie française et dont on a expurgé tout ce qui pouvait porter quelque chose de plus égalitaire, comme l'accord de proximité ou la féminisation des métiers, des noms de métiers, des fonctions qui étaient assez naturelles. On disait même médecine, hein, alors que maintenant, si vous dites je vais voir ma médecine, on va se dire que vraiment vous êtes euh, une féministe hystérique, voilà, une féminazie peut-être même. On voit bien qu'il n'y a pas de pente naturelle vers le progrès, qu'il y a pu même avoir des retours en arrière et que cette virilisation de la langue qui a été faite par l'Académie française s'est faite au moment de la construction de l'État-nation où on a voulu sortir du pouvoir de création avant tout d'abord, c'est d'abord toutes les femmes artistes, les poétesses, les philosophesses, voilà, mais aussi du pouvoir de décision, puisque ça va ensemble le savoir et le pouvoir. je vous remercie pour ces réponses. Je pense qu'on va pouvoir passer pour Bien sûr. quart d'heure aux questions des participants. Donc, je commence avec une question de Camille. Alors, être bienveillant, mais aussi être politique, n'est-ce pas là encore exiger des femmes qu'elles s'occupent des autres en cherchant l'émancipation des autres? Inversement, comment faire pour prendre soin des autres sans tomber dans le rôle qui nous est assigné? Faut-il souhaiter un monde sans care? Alors non, mais un monde qui soit dégenré dans le rapport au care. Alors c'est dérangeant, hein, c'est un jeu de mots trop lourd, mais bien sûr que le rapport aux soins, le fait de prendre soin des autres, et on a beaucoup employé ce terme-là pendant le confinement, même des gens qu'on connaissait pas trop, prenez soin de vous, enfin, c'était pas cordialement, c'était prenez soin de vous, donc c'est intéressant de voir comment cette vulnérabilité qu'on a tous vécue, alors de manière plus ou moins confortable, hein, bien entendu, nous a amené à prendre conscience de l'importance du soin. Donc l'idée, il n'est pas de jeter aux ronces le soin et de dire on va tous devenir des guerrières, voilà, ça va être tous une société, mais de dire il n'y a aucune légitimité autre qu'une vision sexiste de la nature plus douce, plus maternante des femmes, que ces qualités-là, cette qualité humaine de rapport à l'autre et d'empathie et de bienveillance et de soin, il soit réservé aux femmes ou à une nature féminine. C'est ça, en fait. C'est vraiment rabattre les cartes et de dire, oui, ben, la bienveillance doit faire partie de l'humanité, le fait de regarder l'autre comme un semblable, et cette idée qui est Hannah Arendt, l'humanité, ce qui fait l'humanité, c'est le fait de se reconnaître comme un semblable, s'imaginer comme un semblable. Ça veut dire qu'on sait qu'on est tous singuliers et uniques individuellement, mais que notre humanité, c'est justement de voir en l'autre l'humain. Et plus largement, si on est antispéciste, de voir en l'autre le vivant. Voilà, et de le respecter et d'essayer de lui faire le moins de mal possible quand on considère que c'est un individu, comme on considère que c'est un individu sentient, donc qui peut souffrir. Donc pour moi, au contraire, il faut élargir le périmètre du soin et de la bienveillance, à la fois en ne le réservant pas aux femmes. Hein, je veux dire, si on n'est pas sexiste, il n'y a aucune raison de le réserver aux femmes, parce que sinon ça devient uniquement une lourdeur pour les femmes, un devoir lourd, alors que si on le partage, c'est quelque chose qui va devenir voilà, une règle du jeu pour toutes et pour tous, et pour lesquels il va falloir se poser la question des frontières aussi sur envers qui et qui a le droit à cette bienveillance. Je vous remercie. Alors, une question qui vient de Facebook à propos de l'émancipation collective qui est nécessaire si on veut des émancipations individuelles. Pensez-vous que le concept de diversité et son invention, comme vous l'avez traité, peut être utilisé pour agir pour ces émancipations? Alors c'est vrai que c'est un terme qui est lourd
d'histoire et qui a beaucoup été utilisé quand même. Et moi, je l'ai analysé plutôt parce qu'il y a eu une vraie percée autour de la fin des années 2000, 2008, 2009, où on parlait des ministres dits issus de la diversité, de la promotion de la diversité dans les entreprises. Et c'est vrai que le danger, c'est que ça soit un terme novlangue, c'est-à-dire un terme qui empêche les débats, les discussions, puisqu'on est tous pour la promotion de la diversité, comme on est tous contre la faim dans le monde, pour la paix. Enfin, vous voyez, ça peut devenir un terme comme ça qui empêche de parler des causes, qui empêche de parler de ce qui fait mal et de ce qui peut faire polémique, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de diversité et de mixité, en particulier dans les élites, parce que c'était au départ ça, la promotion de la diversité, c'était plutôt dans les élites économiques et politiques, c'est parce qu'il y a des discriminations structurelles, c'est parce qu'il y a des inégalités. Donc en fait, le danger, c'est qu'on en fasse une question uniquement individuelle de promotion de quelques individus dont on va dire, vous voyez, si vous voulez, vous pouvez, regardez, il y a telle personne. Et puis, on a mis en place quand même quelques mesures, voilà, parce que ce n'est pas des politiques publiques contraignantes, comme la parité. Donc, en fait, il y a un renversement le danger, c'est un renversement de la responsabilité et une dépolitisation. Donc, ça dépend vraiment comment on l'utilise. Mais moi, ce que j'ai vu, en tout cas, dans son émergence dans les 2008-2009, c'est qu'il y avait vraiment quand même ce risque de dépolitisation et le fait de mettre de côté tout ce qui était de l'ordre des rapports de domination pour en faire juste des questions de mérite individuel avec un renversement de responsabilité. Merci. Une autre question de Facebook. Bonjour Réjeanne, bonjour Stécie. La prise de conscience est une étape forte et nécessaire. Néanmoins, elle n'est jamais suffisante. Qu'est-ce qu'un homme peut faire facilement sans ramener la femme en permanence à sa condition de femme et à ses fameuses qualités de femme pour permettre à ces femmes d'avoir un pouvoir décisionnaire ou même d'oser prendre la parole? Alors, je pense que c'est exactement ce qu'on a dit, nous, en tant que femmes privilégiées sur certains points, c'est déjà qu'ils se rendent compte que même si eux, idéologiquement, ils sont dans la déconstruction, le fait qu'ils soient vus comme des hommes va leur apporter des facilités. Et en particulier dans la prise de parole, dans le fait qu'on va accorder aussi un autre poids à leur parole, et que donc peut-être l'une des choses à faire, c'est de laisser la parole aux autres. Et en particulier aux femmes, et de ne pas croire qu'on peut décider à leur place ou savoir mieux qu'elles ce qui est bien. C'est ce qu'on appelle le mansplaining. Donc, c'est vrai que c'est, je pense, une forme d'humilité et d'écoute. Et une mise en cohérence individuelle, en se demandant qu'est-ce qu'on reproduit malgré nous, ce que vous disiez, c'est-à-dire avec nous, malgré nous. Et puis aussi de comment est-ce qu'on peut agir, donc à la fois individuellement, mais aussi collectivement, en prenant des positions, mais en étant vraiment toujours conscient de la nécessité, en tant que dominant avec nous, malgré nous, de ne pas parler à la place de ceux qui ont moins la parole. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu sur les mouvements des personnes racisées sur Instagram, qui disait on a beaucoup de personnes non racisées, des personnes blanches, qui s'expriment, qui essayent de se mettre en avant, alors que c'est un moment, un tournant dans l'histoire où il faut savoir laisser la parole en fait à ces personnes. Elles sont je pense, les mieux placées pour savoir quelles sont leurs luttes et quelles sont leurs revendications. Donc parfois, juste de se mettre en retrait et de laisser un espace de parole qui soit libre et libérer les oppressions, c'est déjà une belle chose. Tout à fait. Et puis, par exemple, pour les hommes, quand même, se dire que même si on a l'impression d'être ouvert, d'être dans l'égalité, il y avait une BD là sur l'articulation des temps et ces hommes qui se croyaient ces mages, je crois, qui se croyaient très modernes parce qu'ils demandaient s'ils pouvaient aider. C'est pas une question d'aider, c'est une question tout simplement d'être vraiment à égalité. À égalité, ça veut dire que c'est pas aux femmes à tout organiser ou à demander. Tu aurais dû me demander. Enfin, voilà, donc se demander est-ce qu'on est vraiment en cohérence. Est-ce que la cohérence, en effet, c'est pas des fois de laisser sa place, de laisser la place au premier concerné, et puis au quotidien, par exemple, si on est dans un couple hétérosexuel et qu'on est un homme, de pas de demander sans arrêt ce qu'il faut qu'on fasse ou pas. Enfin voilà, d'être dans un rapport vraiment égalitaire. Alors, moi, j'avais une dernière question, une question que je pose à la fin de chaque webinaire. Est-ce que vous auriez un podcast, un film ou même un livre à recommander aux participants?
Alors moi, j'ai pas mal dans la fiction, et je trouve que la fiction, elle est essentielle aussi pour la création de nos imaginaires et que nos imaginaires, ça crée nos réalités. Je trouve qu'il y a des films très intéressants, à la fois comme Agora, qui parle d'Hypatie d'Alexandrie, cette philosophe mathématicienne, et qui est vraiment un beau film. Bien sûr, ça finit mal pour elle, mais c'est intéressant parce que c'est aussi des femmes qui ont été invisibilisées, hein, ou de quelqu'un comme Alan Turing, qui est un mathématicien anglais homosexuel qui à la fois a eu un rôle déterminant pendant la Seconde Guerre mondiale pour décrypter en fait des codages allemands, donc pour éviter des milliers voire des millions de morts, mais qui en même temps a été condamné pour homosexualité et qui a fini par se suicider. Donc là, c'est Imitation Game, qui est vraiment un très beau film. Euh, les culottés de Pénélope Bagieux sur justement le fait de remettre dans des petites vidéos. Alors, il y a les livres et puis c'est aussi en petites vidéos, soit sous une forme qui peut être tout à fait adaptée pour les enfants aussi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça montre bien que il y a un rapport à l'histoire qui a effacé, hein, le rôle des femmes. Je ne sais pas si vous avez accès à OCS, mais Unorthodox est vraiment un très beau film. Donc sur donc une femme qui provient d'un groupe donc juif très traditionnel et qui se libère et qui s'émancipe. C'est vraiment très intéressant. Gentleman Jack, alors là j'ai adoré et ça montre que ces questions aussi de rapport à la fois à la liberté, au fait de pouvoir être posséder des terres, voilà, mais aussi de voir le choix de son orientation sexuelle est vraiment très ancré aussi dans une histoire. Et puis en termes d'ouvrage, peut-être donc un manifeste qui a été coécrit par Nancy Fraser, donc avec Cynthia Ruza et Titi Bhattacharya, qui s'appelle Féminisme pour les 99, et qui est intéressant parce qu'elle montre comment on est dans un moment un peu charnière, à ce que vous disiez, sur soit une version qu'elle appelle en fait un peu néolibérale, hein, du féminisme, où le but il est d'être dans celles qui vont partager le gâteau, donc être à égalité dans la domination, hein. Donc ne pas changer les structures de production ou de consommation, mais juste être dans celles qui peuvent en profiter, ou au contraire être dans un féminisme intersectionnel qui questionne aussi les ponts entre justice sociale et justice environnementale. Donc je trouve vraiment très intéressant. Et puis beaucoup d'autres travaux sur écologie et féminisme de Françoise Daubonne, écologie décoloniale, Malcolm Ferdinand. Donc là on est plus dans le croisement qui est porté d'un point de vue d'actualité autour du chlordécone, en particulier aux Antilles. Donc cette idée que le rapport aussi au fait d'accaparer les individus, les personnes racisées, mais aussi leur territoire, et de détruire l'environnement. Donc voilà, il y a énormément de choses. Et puis je trouve ça très intéressant aussi, tous les travaux du municipalisme libertaire autour de l'écologie sociale, avec Murray Bochkin par exemple. Donc, et sur le lien entre capitalisme et patriarcat, bien sûr, il y a Silvia Federici. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Et puis aussi sur une dystopie, puisqu'on vient de sortir un peu d'une dystopie, je ne sais pas si on en est complètement sorti, mais sur une dystopie politique adaptée de Philip Roth, The Plot of America aussi, qui est vraiment une mini-série très intéressante. Je vous remercie en tout cas pour ces recommandations et je pense que ça fait parfaitement la transition puisque la prochaine série de Penser l'après, ce sera Penser l'après-patriarcat. Je pense que ça met un peu les bases. Bien, merci beaucoup d'être venu penser l'après avec nous. Merci beaucoup à vous.